Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu par Paul Sofplan, secrétaire général et DRH d'Alan. Merci Paul pour ton accueil. Je t'en prie, bienvenue chez Alan. Merci, un grand plaisir d'être chez toi. J'ai la particularité d'être client d'Alan. On n'est pas là pour ça, mais je suis client d'Alan. En tout cas, mon équipe est client d'Alan. Et comme je te le disais en off, tellement ravi que si un jour je leur dis que je change de mutuelle, ils me trucident sur place. Bon, merci. Donc, merci bref, en tout cas, Paul, tu es un profil qu'on ne croise pas tous les jours. Tu es ingénieur, tu es polytechnicien, tu es créateur d'entreprise, co-créateur d'Alan. Tu es passé par l'inspection des finances, ce qui calme vite. Avant de plonger maintenant dans une belle scale-up de la santé, tu pilotes aujourd'hui les RH, mais aussi la culture, le juridique. Bref, tu relis les chiffres, les gens et la vision. Et si je t'ai proposé d'intervenir sur ce podcast, c'est pour nous parler d'intelligence artificielle et puis d'applications concrètes au sein d'Alan. Comment vous l'utilisez pour renforcer le management, le bien-être, l'autonomie des collabs. En tout cas, merci d'être là. Et la première question que j'ai envie de te poser, Alan, tout simplement, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, in fine, de devenir DRH et comment ton parcours t'a conduit jusqu'à la création d'Alan et aujourd'hui au poste que tu occupes. Alors, mon parcours est assez accidenté et c'est ça que j'ai aimé. Et je pense que c'est peut-être le point commun avec l'ARH de base, c'est qu'il y a une espèce d'art de l'imprévu. Je pense que pas mal de RH se reconnaîtront là-dedans et je pense que ma carrière a été faite de ça, d'imprévu. J'étais plutôt lancé sur une trajectoire que tu as résumée, mais qui est une espèce de course au sonorum assez classique pour bon élève français. Okay. Et puis, les premières ruptures, elles sont arrivées dans ce choix déjà à l'époque de partir moi dans la fonction publique. Ensuite, ce que font pas tous les polytechniciens. Ce que clairement tout le monde ne fait pas aujourd'hui. Ouais. Non, c'était le cas il y a 100 ans. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Qui était un choix non seulement de service, mais c'était aussi beaucoup un choix parce que j'y trouvais certes un temps long, qui peut être frustrant, notamment quand on est jeune et qu'on démarre, mais en même temps déjà la capacité de prendre des décisions ou d'agir sur le plus grand nombre. Et ça, je l'ai gardé chez Alan. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai osé sauter à la création d'Alan, ce qui n'aurait pas été le cas pour beaucoup d'autres projets, c'est que je savais qu'on s'adresserait à un public très, 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 très large. Et c'est là où j'ai trouvé une forme de continuité. De l'impact. Et sur vraiment un grand nombre. C'est ça comptait pour moi. C'est peut-être crétin, mais c'était en tout cas plus que le secteur, c'est ça qui comptait pour moi. Donc effectivement, je me retrouve en 2015, il y a 10 ans maintenant, à rencontrer celui qui est aujourd'hui notre PDG, Jean-Charles Samuelian, qui réfléchissait à ce que voudrait dire de créer une société qui mettrait notre savoir-faire technologique au service de comment les individus se situent dans le système de santé, arrêtent d'être brinque-ballés d'un endroit à un autre, mais pour devenir des acteurs actifs de leur santé et de leur prévention. On a fait le choix de créer une société d'assurance et moi, mon rôle a été de prendre toutes les fonctions je dirais, qui n'étaient ni liées à la stratégie ni liées au produit, donc la finance, le réglementaire, le recrutement, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas de RH, on parlait beaucoup de recrutement. Il s'agit de construire des machines à recruter, et puis au bout de 4-5 ans, tu te dis, tiens, c'est marrant, les gens s'en vont. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les garder, pour réfléchir à mieux faire grandir et mieux accompagner mais ça a été des étapes dans le développement d'Alan
Et donc, même au sein d'Alan, j'ai moi-même eu plusieurs casquettes, en commençant avec un angle plus financier, m'intéressant dès le début à la culture. Et je pense que j'ai fait des petits détours pour arriver sur l'angle qui, moi, m'a fait accrocher à la fois avec Alan dès la création, avec l'équipe, mais avec l'envie de me rapprocher des RH. C'est la culture, en fait. C'est comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment le collectif est dirigé avec une boussole qu'on a partagée, et qu'est-ce qu'on construit ensemble, et donc comment on s'organise, comment on recrute, et comment on fait en sorte de chacun tendre un tout petit peu plus chaque jour dans cette direction-là, et de s'y emmener collectivement. Ça m'a beaucoup plu. Vous avez fait le choix très tôt d'avoir une culture très transparente. Chez Alan, en tout cas, vous avez cette réputation-là. Est-ce que cette culture auquel tu as forcément participé, du coup, elle te ressemble ou elle t'a challengé au début? Elle m'a beaucoup challengé. Alors, elle me ressemble dans l'importance de l'autonomie de l'individu et lui rendre sa capacité de décision. Ça, beaucoup, c'est ce que j'avais cherché dans mes postes précédents. Même, tu parlais d'inspection des finances, c'est un endroit où on est très, très autonome. On n'a pas accès à toutes les clés dans la République, mais on est très autonome. Et ça, je peux peut-être en 30 secondes expliquer ce qu'est Alan. Oui, bien sûr. Alan, aujourd'hui, effectivement, c'est un acteur avec pour objectif d'être l'acteur qui à la fois assure, mais aussi prévient pour à peu près tout public. À l'époque, je disais les salariés, mais aujourd'hui, on fait aussi les retraités. On a beaucoup d'agents dans la fonction publique. Et donc, quand on crée Alan à l'époque, on se retrouve 6 salariés autour de la table, en se disant, on sait qu'on va construire quelque chose de très gros. C'est une société d'assurance, il faut avoir du volume, il y a un enjeu de mutualisation, de loi des grands nombres. Et donc, puisqu'on va devoir être nombreux, il va falloir qu'on embarque beaucoup d'autres collaborateurs avec nous. Comment on construit cette société-là? Donc, on est un peu parti du point d'arrivée, et quand tu rétropédales, mais en fait, assez vite, tu te rends compte qu'il y a deux choses. C'est que comment à la fois je construis une fondation avec des gens suffisamment costauds, expérimentés, même en âge, pour pouvoir embarquer la boîte suffisamment loin. Ça, je trouve que ça a été une des vraies forces de nos deux cofondateurs, de dès le début dire, en fait, je vais m'appuyer sur des gens qui ont beaucoup plus de bagages dans le monde du travail que nous, alors que même étaient déjà primo-entrepreneurs, mais qui est l'inverse de la start-up un peu habituelle, la boîte de commun. Classique, avec plutôt des jujus. Exactement. Et ce qui n'est pas dévalorisant, mais c'est assez classique en tout cas dans le monde des startups. Tout à fait. Parce que tu vas chercher l'image de l'énergie, les gens qui peuvent toucher à tout, etc. T'as pas des moyens de fou en plus, en général. Il y a probablement une question financière. Mais tu vois, à l'époque, j'ai 29 ans, je suis plus jeune de l'équipe. Je suis au 3e poste. C'est un montage assez... Mais c'est ça qui nous permet aujourd'hui, 10 ans plus tard, sur les 8 premiers, d'être encore 6. Et c'est ça qui a aussi, je pense, tiré l'équipe plus loin et plus longtemps. Mais pour revenir sur ta question sur la transparence, la culture, quand on la pose et la promesse qu'on se fait tous ensemble quand on s'assoit autour de la table les premières fois, c'est justement d'être dans une capacité où on va se faire confiance sur les décisions qu'on prend au nom de la boîte, sans tous être CEO. Mais à tel problème, c'est toi qui décides et tu décides au nom du collectif. Et pour décider de cette manière-là, ce que nous on appelle la responsabilité de distribuer, il y a besoin d'être très organisé et très méthodique sur qui prend quelle décision, pourquoi, mais aussi de la documenter. Et là, on touche à la transparence. La transparence, elle n'est pas arrivée parce que c'était à la mode et que pour être cool, il faut être transparent. La transparence, c'est le prérequis pour que la responsabilité puisse être distribuée. Il faut que l'information circule. Si l'information ne circule pas, si je n'ai pas une vision complète de qu'est-ce qui inquiète les actionnaires en ce moment, qui est disponible ou pas, quelles sont les priorités de la boîte et non pas seulement de mon équipe, je ne peux pas décider correctement au nom du groupe. Ok, d'accord. Ça, c'était vraiment la genèse. C'est la genèse de la culture et c'est aujourd'hui, pour moi, c'est la pierre angulaire de la culture qui ensuite distribue sur strictement tout. La culture d'Alan, elle part de cette responsabilité distribuée et ensuite comment on la fait vivre. Je fais de la transparence, je mets de l'écrit, je mets de l'ambition parce que vu que je décide seul, ou en tout cas en petit groupe, je peux décider plus vite et donc il faut que j'apprenne à prendre des risques. Tout est irrigué par ça. Ok. Comment tu as organisé du coup, quelques années après maintenant, ta fonction RH? Alors l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de tous les postes de chacun, mais justement en lien avec la culture et en lien aussi avec je dirais la croissance d'Alan, comment est-ce que tu as structuré ta fonction RH, toi qui n'es pas DRH de formation en fait?
Tout à fait. Alors déjà, Moi non plus, hein, donc je te Ah, reproche merci. pas. C'est bien, parce que j'ai toujours un peu honte. Je suis un G, ouais. Tu vois. Écoute. Comme je dis, j'ai mal tourné, j'ai fini DRH. Ah, écoute, moi j'en vois de plus en plus et ça fait beaucoup de bien. Ouais. Ça fait beaucoup de bien. Ouais, j'en parlerai tout à l'heure. D'abord, redire que, déjà rendre hommage au fait que je ne suis pas celui qui a structuré la fonction telle qu'elle a été. Une espèce de coup d'accordéon avec la croissance. Jusqu'en 2020, je m'occupais des prémices de ce qui deviendrait derrière la fonction RH, avec beaucoup plus tourné sur le recrutement, la gestion de la performance et de la culture. Ouais. En 2020, on a fait venir une DRH, elle, expérimentée, qui a monté les bases jusqu'en 2022, et j'ai repris la main en 2022 sur le secrétariat général et la partie DRH. Elle a beaucoup apporté en termes de structuration des équipes, sur la partie recrutement, sur la partie RH. Je peux peut-être répondre à l'envers à ta question, parce que sinon je vais te détailler un organigramme, qui n'existe pas d'ailleurs, parce qu'on est chez Alan, mais plutôt les choix un peu plus clivants qu'on a pu faire. Voilà, c'est ça, ouais. Y a 3 choix qui sont toujours débattus quand j'en parle à l'extérieur. Le premier, c'est le choix de ne pas avoir de HR business partner dédié, mais de mettre beaucoup l'accent dans cette idée de responsabilité distribuée et transparence sur notre responsabilité, c'est de mettre en place et les processus, et les formations, et les outils de mesure pour que le savoir descende dans les équipes, mais en revanche, je n'assois pas quelqu'un à côté d'eux au quotidien, parce que alors je vois l'intérêt d'avoir cette corde de rappel très proche, et en même temps, on a quand même la conviction que c'est pas le meilleur moyen de responsabiliser les équipes, les managers, c'est pas le meilleur moyen d'aligner les intérêts, et à nouveau, dès lors que j'ai besoin de collaborateurs qui pensent en permanence globale, qui pensent pour le groupe, je ne veux pas les transformer en représentants des intérêts particuliers d'un groupe humain. Ok, intéressant. Ouais. Donc ça, c'est un premier pari fort. Ouais, c'est différenciant, clairement. Tout à fait. Le deuxième, c'est un appui très marqué et assez tôt sur la partie qu'on appelle knowledge en interne, savoir. Le fait d'avoir des recrutements dédiés à ça, des ressources investies sur comment on écrit le savoir, comment il circule chez nous, quels outils on se donne. C'est très lié à notre culture de l'écrit. Et je sais que c'est un modèle qui a depuis été pas mal repris. On a souvent été interrogé par d'autres entreprises sur comment vous avez structuré le savoir, comment ça irrigue aussi les processus de formation, etc. Et le troisième pari que j'ai fait un peu plus récemment, puisqu'on a vraiment structuré l'équipe au début de cette année, ça a été au sein d'un pôle qui touche à toute l'expérience collaborateur. Donc je retrouve effectivement le recrutement, les RH, l'onboarding, les bureaux, l'IT, mais au-delà de ça, d'avoir construit un pôle, alors qui aujourd'hui pour l'instant fait 1,5 personne, mais d'ingénieurs dédiés aux outillages internes en fait. Et non plus dépendre de personnes externes, ou en tout cas qui sont 95% du temps en train de faire du produit et à qui on doit dire s'il te plaît, dédie 5% du temps pour développer des outils pour les collaborateurs. Maintenant, on a une espèce de laboratoire interne pour pousser les outils d'intelligence artificielle, d'automatisation chez nous. Et ça fait partie de l'équipe RH. Ok. Tu me fais une passe assez facile pour aller effectivement sur l'usage de l'IA dans la fonction RH. Bon, j'imagine que dans une boîte tech, l'IA, vous n'avez pas attendu l'arrivée de ChatGPT pour véritablement s'y intéresser. Néanmoins, on va pas venir sur les usages de l'IA dans l'outil, dans le produit en tout cas que vous commercialisez, qui est un autre sujet. Et puis je serai à un moment incompétent. J'ai envie de venir sur la fonction RH. Comment est-ce que toi, avec tes équipes, du coup, vous vous êtes dit il faut qu'on utilise l'intelligence artificielle à la bonne place pour les bonnes fonctionnalités et nous aider dans notre quotidien de RH. Comment est-ce que vous avez déjà pensé ce sujet et puis ensuite, sur quels axes concrets vous vous êtes allé? D'abord, cette impulsion, elle n'a pas été une impulsion RH au tout début. Il y a eu vraiment un enjeu d'acculturation de la société au global et elle est partie d'en haut. Elle est partie, on a eu cette chance d'avoir notre CTO et cofondateur qui lui s'intéresse, qui fait de la vieille technique depuis très longtemps sur en fait, tout ce qui se passe pour se dire tiens, il y a quelque chose qui sont en train de changer. Et pour le coup, début 2022, on commençait à en parler un peu en disant tiens, ce qui se passe sur les grands modèles de données, là il y a des choses intéressantes. Et le jour, je me souviens, tu disais avant ChatGPT, effectivement, c'est le jour où est sorti un outil qui s'appelait DALL-E, que moins de personnes connaissent, mais qui était un des premiers outils grand public pour faire de la génération d'images. Là, on l'a mis entre les mains de tout le monde en disant
c'est comme, moi je me souviens avoir fait ma première impression, comme des gens te diront qu'ils se souviennent de leur premier fax. Okay. On est à peu près pareil. Là, il se passe quelque chose et ça va probablement changer mon quotidien et je vois que dans 5 ans, la manière dont je vais travailler va être différente. La manière dont on l'a approché, ça a été tout de suite d'essayer un maximum et ce qu'on a fait, c'est 2 choses. D'abord, au niveau de la société, mettre en place, beaucoup de gens qui démarrent par la charte ou le protocole. Nous, ce qu'on a mis en place dès le début, c'est un portail unique, outil, pour accéder aux différents modèles, avec pour triple objectif de notre part, qui était de contrôler quels étaient les flux de data qui passaient et s'assurer que ce qui devait rester en local reste en local. Deuxièmement, comprendre qui étaient les usagers fréquents et puis ceux qui étaient à la ramasse. Oui. Parce qu'on a un énorme enjeu, nous, dans ces cas-là, de se dire, OK, qui sont mes ambassadeurs, mais aussi qui sont ceux qu'on a besoin d'accompagner proactivement, d'aller chercher. Sinon, ces gens-là, on va les perdre, ils vont décrocher du groupe, ils vont avoir honte de dire qu'ils ne savent pas utiliser l'intelligence artificielle et je ne pourrais pas les rattraper. Et puis, troisièmement, de partager les explorations. On a eu ensuite une année complète au niveau de la boîte, mais dans chaque équipe, donc l'équipe au sein de la partie RH, dans chacune des équipes, on avait 2 ambassadeurs qui étaient vraiment en charge à la fois d'essayer plein de choses, mais de faire de la veille. C'est-à-dire que très concrètement, dans leurs objectifs, ils avaient d'aller sur Twitter tous les jours. Ouais, ok. Twitter, ex-Twitter, parce que c'est là qu'on voyait beaucoup de cas d'usage assez intéressants à l'époque. Ouais. Entre deux trolls, il y avait... Exactement. Il y avait mais en fait, ça a toujours été un réseau sur lequel sur des choses très niches, tu trouvais des choses... si tu cherches bien, tu trouves des choses qui étaient pas mal. Or, il y a eu les bons cas d'usage au début, ils sont beaucoup venus de s'inspirer dessus. Donc, il y a un enjeu de veille qui est extrêmement important, d'écouter des podcasts, de lire, de rencontrer des personnes. Moi, les bons cas d'usage, ils sont venus comme ça. Et c'est aussi comme ça qu'on s'est motivé à mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tes ambassadeurs, on a eu un enjeu de la première année un peu fouillis, où on a tous appris en testant et un peu par capillarité. Donc, tiens, toi, tu fais ça comme ça c'est intéressant, voilà comment je pourrais reprendre. Ça n'a pas du tout été un savoir organisé, parce qu'on ne savait pas dans quelle direction on allait. Et le coup d'accordéon qu'on a insufflé a plutôt été au bout d'un an, en disant, bon, là, maintenant, tout le monde commence à être un peu acclimaté, j'en vois qui font des voyages qui préparent avec l'IA, j'en vois qui organisent des fêtes d'anniversaire, des chasses au trésor avec ça, vous avez des usages qui se deviennent quotidiens, probablement au début plutôt dans j'écris un mail plus vite, j'enregistre une réunion. Alors maintenant, on va pas se disperser, on va arrêter de faire des cas d'usage partout, alors que probablement que Apple, Samsung sortiront la feature dans 6 mois et qu'elle sera beaucoup mieux que ce qu'on fait. Sur quoi est-ce qu'on se concentre? Et c'est là où on a mis un coup d'accordéon et on a défini 3 piliers sur lesquels on allait avancer. Là, au niveau de la boîte, c'est continuer à investir beaucoup de ressources sur ce qui rendrait le produit très différencié. Donc nous, de l'intelligence artificielle au service soit service client, soit des usages médicaux. Oui, ok. C'est notre sujet. D'accord. Ça, je le laisse de côté, ça concerne peu la partie RH. Soit différenciant dans la manière dont on gère les opérations, ça concerne notamment la fraude, qui est un enjeu énorme chez nous, mais que je laisse également. Soit parce que personne ne pourrait le répliquer, parce qu'il y a une dimension culturelle trop forte. Ça, c'est là où l'équipe RH intervient. On était ce 3e pilier-là, en disant, notre objectif, ça va être de se dire, il y a plein de choses, que ce soit dans l'automatisation des ATS pour le recrutement, etc., qui vont arriver par le produit natif de nos fournisseurs. Ouais. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais acheter à l'extérieur et sur lesquelles il faut qu'on investisse. C'est tout ce qui va à trait aux spécificités d'Alan. D'accord. Et ça, elles sont culturelles. Et là, c'est différenciant en plus versus vos compétiteurs dans le monde du recrutement. Exactement. Etc. Effectivement, pour un ATS, les ATS avancent, je ne sais pas quel est celui que vous avez aujourd'hui, mais peu importe, mais les ATS, ils avancent tous et forcément, à un moment, ils vont tous avoir les fonctionnalités, ils vont tous se ressembler. Plus ou moins rapidement selon chacun, mais en tout état de cause, c'est certain. Ok, et c'est ça, ça fait votre écart. C'est ça qui nous donne la direction. Ouais. Ok. Du coup, l'IA, toi, tu vois, quand on en a parlé, quand on a un peu préparé, tu m'as dit que tu voulais le mettre au service de la performance RH et managériale avec les signaux faibles. En tout cas, trouver les signaux faibles dans la masse d'infos internes que vous avez. Concrètement, comment ça fonctionne à votre échelle? Vous êtes combien de salariés? On est 700. 700 salariés répartis dans 4 pays aujourd'hui. Ouais, donc c'est une grosse PME. Oui, c'est une belle machine. Une petite ETI, comme on veut. Donc ça commence à faire du monde, ça commence à faire des data. Il y a du volume. J'ai 700 salariés, bientôt 1 million de clients. Ouais. Donc il y a vraiment du volume. Il y a vraiment du volume de data. Donc du coup, comment vous utilisez, comment toi, avec tes équipes, au quotidien, au quotidien, je passerai le premier usage qui est peut-être le plus évident, qui est tout ce qui a trait à la recherche plutôt d'efficacité. On parlait réunion, email, etc. Même si assez vite, nous on a plutôt préféré au filtre automatique des CV.
aller enrichir toute la partie structuration de feedback. Ça, c'est quelque chose qui, que ce soit en interne ou vis-à-vis des candidats, a fait une énorme différence. On a vu un saut dans la qualité du processus de recrutement et donc aussi notre capacité à convertir les candidats parce que à chacune des étapes, non seulement tu raccourcissais le temps entre le moment où la personne passait l'entretien et puis elle recevait son mail en disant t'y vas pas, mais surtout on a été en mesure de faire à chacun des feedbacks beaucoup plus détaillés, harmonisés, de qualité, ce qui dépendait encore beaucoup des intervieweurs chez nous. Et ça, le fait de faire monter la barre, l'expérience ressentie en face, elle est ok, ce processus, je sais qu'il est très sélectif, j'y passe du temps, mais en face, je retire des choses. Même si j'ai pas l'offre, je suis déçu, mais j'ai appris des choses qui me serviront sur mon prochain entretien. C'est-à-dire que vous enregistrez tous les entretiens quand la personne est d'accord, exactement, ce qui est la plupart du temps le cas. Mais surtout, en fait, même une fois que mon entretien est terminé, je prends 4-5 minutes à chaud pour faire mon débriefing, comme si je parlais, mais en parlant avec mon micro, comme si je parlais à quelqu'un. Et ensuite, je le passe dans ces assistants qui vont structurer ce que j'ai dit pour mettre à la fois les appréciations, ce à quoi il faut qu'on fasse attention au prochain entretien. Qu'est-ce que l'intervieweur suivant qui récupère la patate doit creuser encore, et quel email on envoie à la candidate ou au candidat pour lui dire ça c'était chouette, ça on va creuser ça la prochaine fois, ça fait attention à telle chose, et on sait que ça montre déjà ce qu'est la circulation du feedback, ce qu'est la transparence chez nous, et en même temps l'expérience pour le candidat elle est extrêmement améliorée. Donc, oui, effectivement, donc c'est-à-dire qu'un recruteur chez toi il va prendre les 3, 4, 5 minutes à l'issue de chaque entretien immédiatement. Versus qu'on peut vivre classiquement dans des boîtes où j'envoie 7 dans la journée, puis le soir, t'es vanné, tu dis, demain je ferai les comptes rendus, puis demain il se passe autre chose, et puis tu les fais 15 jours après, tu dis, qu'est-ce que je vais lui dire à lui qui est tout le sujet. C'est-à-dire que c'est pas vrai que je te parle, la qualité elle monte parce que le format il est bon, mais surtout parce que toi t'es ingénieur, le temps de demi-vie de comment dire, en physique nucléaire de cette information-là, il est très très court. Et en fait, si vous l'enregistrez à chaud tout de suite, vous allez avoir des choses assez pertinentes, précises. Si le soir, si vous dites, je ferai tout ce soir parce que j'ai une réunion juste après, en fait, déjà, le signal, il s'est moyenné. Il est beaucoup moins précis et donc il est beaucoup moins bien reçu puisqu'il est beaucoup plus générique. Oui, parce que le candidat, lui, se souvient de son entretien. Vous ne vous souvenez pas des 25 entretiens que vous avez fait pour le poste, quoi. Exactement. Donc ça, c'est la première source d'usage. Très recrutement, pour le coup. Oui, mais qu'on va pouvoir... Mais je peux te dire la même chose sur le feedback. On travaille ensemble sur un sujet, je te partage du feedback beaucoup plus facilement, en fait. Circulation, vraiment, tout ce qui est sujet perf, ça marche très bien aussi. Mais c'est des usages un peu entre guillemets classiques. Il y a un deuxième sujet qui m'a vite plu, qui est celui effectivement, tu en parlais, c'est le qualitatif. C'est le fait que là où on passait notre temps à courir après des taux d'attrition et des durées d'absentéisme moyennes, qu'on regarde toujours, qu'on pilote, et des sondages d'engagement, on se retrouve à pouvoir aller attraper une nouvelle masse de signaux qui viennent, pour le coup, de l'information qui circule. Alors, dans une entreprise en plus, nous on travaille beaucoup à l'écrit. Ça va être soit dans les petits sondages quotidiens où les gens partagent sur Slack, voilà ce que je vais faire, voilà comment s'est passée ma journée, etc. Mais donc, on est capable d'extraire en disant, il y a des mots-clés. Ça fait 3 jours qu'un tel dit qu'il est fatigué, il y a le mot burn-out qui sort, clac, là je le rattrape tout de suite. Peut-être que c'est hors contexte, mais ça nous permet d'aller agréger ces signaux-là et donc de les mettre à disposition en transparence de tout le monde par équipe et nous d'aller... D'autant plus que je n'ai pas de HRBP, comme je te le disais tout à l'heure, d'aller taper sur l'épaule d'une équipe en disant là, écoute, la charge de travail, manifestement, il y a un sujet, comment on s'organise. Donc, si je te donne un deuxième exemple, c'est celui de la gestion des revues de performance. Quand on est 700, qu'on fait ça tous les 6 mois, sachant qu'en plus, nous, les revues de perf, il y a 4 contributeurs chacun, le volume, il est gigantesque. Donc, à nous de simplifier la manière dont c'est fait, mais aussi comment je tire l'information de toutes ces masses d'éléments. Et j'ai 2 sources intéressantes quand je fais passer des LLM aujourd'hui. J'en ai une première qui est autour de à quel point le courage managérial est développé. C'est-à-dire, tiens, c'est marrant, tu me dis tout est excellent, mais quand je lis le commentaire, il y a quand même beaucoup de pistes d'amélioration. Et donc, aller gratter sur ces revues qui font un peu mal et qui sont en fait, en général, les précurseurs de quelque chose qui, une fois sur 2, va dégénérer 6 mois plus tard avec un avocat au bout du fil. Donc, comment est-ce que j'évite ça et j'ose aller chercher quelqu'un pour dire, bon, là, tu as besoin d'aide, mais le message, il va falloir qu'on le reprenne puisque manifestement, il n'est pas OK. Et un deuxième sur lequel on appuie et sur lequel on n'est pas encore au niveau, mais je crois beaucoup au fait que c'est des outils extraordinaires pour faire de la gestion des compétences et identifier beaucoup mieux des possibilités de mobilité interne très éloigné, pas du tout naturel en fait. D'accord. C'est d'aller chercher bien, ok, tu travailles dans les opérations, tu as telle qualité, on te demande de développer ça. En fait, ce rôle de commercial auquel
personne n'aurait jamais pensé pour toi parce que les équipes sont trop éloignées, ils pourraient te correspondre à toi. Et on commence à travailler là-dessus, il y a des choses assez intéressantes à aller chercher, pareil dans la lecture des signaux faibles. Je t'ai parlé de l'automatisation, je t'ai parlé de cette lecture du qualitatif. Si tu me laisses encore te donner 2 usages et Bien après sûr, on creuse. Avec plaisir. Il y en a un qui a trait au produit, ça c'est tout ce qui se passe maintenant, ça c'est vraiment saut 2025. Moi, ce qui m'a fasciné quand j'ai vu arriver ces LLM dans l'équipe, une fois que les gens se sont parés des cas d'usage simples, c'est à quel point la barrière technique est tombée. À quel point des gens qui étaient intimidés par la data parce qu'ils n'étaient pas ingénieurs, des gens qui ne savaient pas coder, se retrouvent à être capables de faire un peu de design, à aller taper en SQL dans des bases de données sur Metabase. Et ça a donné un souffle d'autonomie et de volonté de créer des produits qui a été très très chouette. Alors ça a commencé par des petits produits de comment j'automatise les réponses sur telle chose, sur la paye, etc. Mais aujourd'hui... Des petits agents, en fait, un peu. Exactement. Avant que le mot soit devenu à la mode. T'as raison. C'est d'abord petit agent, mais aujourd'hui, on est vraiment... tu utilises un Canva ou autre, je suis capable de créer des applis, en fait. Et donc là, les questions qu'on a très concrètement sur la table, c'est comment est-ce qu'on sort de tel outil de sondage très régulier qu'on paye très cher, alors qu'on peut finalement le faire quelque chose de très tailor tout seul. Et est-ce que je peux pas créer facilement des applis d'onboarding qui soient très adaptés au nouveau et de pouvoir le faire sans avoir à se dire je vais devoir solliciter des ingénieurs, des designers qui travaillent sur le produit, et donc je sais que je vais passer en 5e roue du carrosse, c'est très très satisfaisant. Et puis ça donne à l'équipe un souffle de constructeur et pas uniquement de je fais tourner la boutique. Ce qui est intéressant, tu me dis si je me trompe, mais quelque part l'IA permet plus de créativité et peut-être d'intrapreneuriat, d'oser innover, d'oser faire différemment, etc. Moi, je le vois comme ça. Alors qu'on pourrait l'imaginer plutôt dire, parce qu'on l'entend, hein, l'IA va faire à ma place, et puis du coup, je fais plus rien. J'exagère un peu le trait, mais je l'entends, moi, de RH qui n'osent pas mettre l'IA parce qu'ils se disent, mais on va perdre notre boulot, quoi. Il va faire des choses à notre place, mais il ouvre tellement de potentiel de choses à laquelle on n'avait pas accès que c'est là que se situe la richesse, en fait. C'est il est probable que vous ne répondiez plus pour la 40e fois dans la journée que la facture dont on a besoin pour rembourser les passes Navigo, elle doit se mettre ici. Mais à l'inverse, tant mieux. Si elle me permet d'avoir la main et de moi-même me dire en fait, je vais pouvoir construire moi-même mes sondages d'engagement parce que c'est ça le signal que je veux chercher, ça, telle campagne de communication interne, je vais pouvoir la faire seule sans avoir à aller recourir je ne citerai pas de grands groupes, mais je connais des grands groupes qui appellent Publicis pour faire des coms internes. Hein. Donc, ça, ce sont des choses qui se... Je te confirme, j'ai une agence de com. Donc, je vois bien effectivement que dans certaines entreprises, la com et la RH se parlent, dans d'autres, pas du tout. Exactement. Et donc, comment tu fais circuler ça après entre la théorie et la pratique, il y a un enjeu, effectivement, que les systèmes sont interconnectés. Il faut que l'information circule. C'est là que la transparence reprend sa force. Mais... pour aller au bout du raisonnement, il y a à la fois comment je laisse les personnes des équipes RH avoir une dimension produit et l'inclure dans leur métier au quotidien. Et puis, il y a l'autre côté de la pièce, c'est ça dont je pense t'avoir parlé la dernière fois, qui est et nous là-dedans. Nous qui sommes très contents parce qu'on est capable d'avoir accès à la technique des autres, non pas comme experts, mais de base, parce que maintenant on peut coder un peu, qu'on peut faire de la data un peu et qu'on peut designer correctement. Et nous, quelle technique faisait notre spécificité et qu'on peut rendre aux équipes d'en face. Qu'est-ce que je développe comme outil pour que quelqu'un qui travaille dans l'équipe data aujourd'hui soit bien meilleur dans les bases RH que j'ai. Et ça a été tout le travail qu'on a fait en 2024, de développer un agent particulier entraîné sur plutôt des bases culturelles à l'âne, où on lui a insufflé, à chaque fois que je donne la recette, c'est comme le 4 quarts de ma grand-mère, j'ai 1/3 de droit social, 1/3 de culture à l'âne, donc quels sont les process ici, qu'est-ce qu'on attend comme comportement, quels sont les piliers, de façon à ce que si les réponses ou les conseils s'inscrivent dans les spécificités de la société, et 1/3 qui a été vraiment le savoir-faire RH qu'on avait écrit, qu'on a redocumenté en anonymisant, telle situation compliquée, voilà comment on l'a géré à l'époque, voilà les messages, voilà les séquençages, et ça nous donne un premier assistant qui ne vient surtout pas faire notre travail à notre place, mais vient permettre notamment aux managers, mais aussi aux collaborateurs, d'aller aborder une situation difficile, d'aller poser des questions, se voir en miroir déjà commencer à se renvoyer des propres questions. J'aime beaucoup ces outils qui, en fait, ne répondent pas avec une réponse, mais répondent avec des questions. Ouais. C'est un peu le propre du coaching, mais là, c'est pareil. Et des prompts bien calibrés dans une IA, ils répondent avec des questions. Tu peux même le faire sur un ChatGPT, un Perplexity, etc.
Tout à fait, ouais. Complètement. Qui va te... Mais ça change énormément ton approche, en oui, fait. tout à parce fait, que ouais. la confiance que les gens ont aujourd'hui, à qui on balance pour la première fois devant ChatGPT, et ils vont te... Tu sais comment ça marche, on va poser une question très précise, la réponse va pas être juste bah oui, factuellement on va parce que faire c'est mal prompt comme posé. une recherche Google souvent. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, ensuite on va dire, mais ça... la réponse c'est pas bonne, donc le truc est crétin. Et là... C'est souvent ce que j'ai eu au départ, c'est en fait il est nul ChatGPT. Bah oui, si tu lui poses des questions nulles, il te fait des réponses nulles. Ouais. Enfin, j'exagère un peu. Et puis si on t'explique pas comment sont des modèles qui sont des modèles statistiques, et donc pour le coup ils sont plutôt là pour t'aider à aller chercher des angles morts, challenger une approche, ça marche très bien. Moi, j'aime beaucoup dire tiens, trouve-moi la faiblesse de cet argumentaire. Si je dis ça devant le conseil d'administration, où est-ce que je vais me faire coincer? Ça c'est utile, beaucoup plus que faire des réponses à la Google. Et quand on met ces outils-là, alors déjà, le construire en soi, c'est un projet pour les équipes RH qui est extrêmement riche, qui nous permet de remettre à plat notre base de savoir aussi, qui valorise beaucoup l'expertise, puisque chaque expert dans son domaine, mon experte du Canada, mon expert sur la paye, leur premier job pendant 4 mois, c'est de bombarder de questions cet assistant-là pour corriger de façon à ce que l'entraîner, en fait, c'est vraiment un entraînement pour le muscler, et que non seulement les réponses soient intelligentes, qu'elles ne soient pas dangereuses, et qu'elles aient surtout comme fonction de dire, dans le cas d'un doute, tu escalades à l'équipe RH. Et c'est là où je vais au bout du truc, c'est que non seulement on a construit, mais en plus de ça, je rends un peu d'autonomie décisionnelle au manager, tout en ayant un filet de sécurité qu'aujourd'hui je n'ai pas, mon gars, là, il faut que tu escalades à l'équipe. Et c'est là qu'on a vu le plus grand saut, c'est comment, en mettant quelque chose qui, vu sur le papier, tu te dis, voyons qu'ils sont en train de... Ils vont se tourner les pouces, ils décentralisent la RH dans un outil, puis on se débrouille tout seul. Ouais. C'est l'inverse qui se passe, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on vient chercher des cas beaucoup plus tôt, parce que là où des personnes, naturellement, nous auraient dit, je vais arriver à le gérer, ou je m'en occupe pas, ou c'est la honte, je suis un mauvais manager parce que je ne sais pas gérer cette situation-là. Là, en faisant le ping-pong avec ces outils-là, ils se disent, quand même, peut-être bien que j'informe. Okay. Et là, on récupère et on fait notre métier. Comment est-ce que vous mesurez un peu la confiance des collaborateurs dans ces outils et un peu la question corollaire, c'est à 700, tu as des partenaires sociaux. Je rencontre des RH, des DRH dans des entreprises de ta taille, on va dire entre 200 personnes et 1000 personnes, qui se disent, ouais, mais même partenaires sociaux, ils sont pas très pro-IA, ils ont peur, etc. Donc du coup, souvent, je mets en place une charte qui est plutôt ce que tu n'as pas le droit de faire que ce que tu peux faire. Et tu finis avec des collaborateurs qui font du shadow IA, qui font du ChatGPT sur leur téléphone. Voilà, c'est ça, ils font du shadow IA pour être très clair. Comment est-ce que vous mesurez la confiance des collaborateurs dans ces outils? Voilà, on est dans une entreprise qui est jeune, donc une moyenne d'âge qui est peut-être 35 ans. 35 ans, ouais, donc c'est pas si jeune que ça. Non, c'est pas si jeune. C'est c'est intéressant. C'est intéressant. Comment est-ce que du coup vous embarquez tout le monde et tout le monde se dit, ok, on a confiance dans la boîte, on a confiance dans nos dirigeants. Ils font pas n'importe quoi avec ça et c'est pro, quoi. Chez nous, la transparence, c'est un garde-fou extraordinaire. Vous restez toujours là-dessus. Parce que la transparence, elle a cette force de t'obliger à être en mesure d'expliquer toutes tes décisions. C'est peut-être là où vous faites les écarts avec des entreprises plus traditionnelles qui n'ont pas cette culture historique depuis 20, 30, 50, 100 ans et pour qui c'est compliqué, en fait. Peut-être, mais en tout cas, tu sais en termes d'intention où on vient, tu sais aussi, ça te force au moment où tu prends une décision qui peut être controversée. Il faut la prendre. En revanche, ce que tu vas devoir mettre sur la table, puisque tu la prends devant tout le monde, c'est combien de temps on se met pour la tester, qu'est-ce qui fera que cette décision, on l'enlève, on la détricote ou non. Et là, tu installes un climat où on va y aller, on va tester ensemble. Et ensuite, mesurer. Quel est le taux d'usage? Est-ce que en fait, cet outil est utilisé par 5% des gens ou par 80%? Est-ce que la qualité des réponses qu'on me donne, elle est bonne ou pas? Et ça, c'est à chacun, on demande. Et puis ensuite, de toute façon, dans toutes ces phases d'entraînement, il y a aussi un moment où... je veux dire, s'il y a une question qui tombe, je reprends l'exemple du Canada, non seulement les utilisateurs vont mettre un pouce ou pour la noter, pour l'instant on est pouce haut, pouce bas, mais on pourrait se dire qualité 1, 2, 3, 4. Mais c'est aussi le travail de la personne qui connaît très bien le droit social canadien de repasser chaque semaine sur toutes les questions qui ont été posées. Alors là, le coup est déjà parti souvent, mais au moins on sait si la qualité des réponses a été bonne ou pas. Ok, extrêmement clair. L'autre frein, tu vois, que j'entends souvent, c'est le côté déshumanisation de tout ça et de déshumaniser la relation manager RH, alors avec la particularité que vos managers sont quand même très
très autonome sur la fonction RH, parce que pas d'HRBP, on le redit. Comment tu réponds à ça, à cet argument C'est un argument que j'entends aussi beaucoup sur la prise de décision à l'écrit chez Alan. Ouais. Et tu le vois là, il n'y a pas de caméra, mais donc on est sur des petites salles, puisque le schéma habituel chez Alan, c'est des toutes petites salles avec des tableaux blancs où on va brainstormer, et ensuite on va mettre la décision à l'écrit. Et des plateaux que tu as dû trouver assez silencieux en arrivant. Alors là, alors ça, je vais te dire, ça m'a marqué parce que très souvent, ça m'arrive d'aller dans beaucoup de boîtes et je vois des plateaux assez classiques. Hein. Alors vous avez vous pouvez pas le voir forcément, mais avec des bureaux, positions assises, des positions hautes. Donc vous êtes assez ouvert sur la partie aussi, qui est un autre sujet, santé au travail. Pour une boîte de santé, c'est mieux. Mais par contre, j'étais hyper impressionné du silence qui règne quand on arrive. Quoi. Oui, il y a un côté bibliothèque, mais parce qu'il y a des zones différentes. Et les zones de travail, on met un accent énorme sur la concentration, le focus, l'asynchrone, le fait de ne pas avoir de notification, le fait de pouvoir se plonger 2-3 heures sur un problème et de ne pas passer notre temps coupé par une réunion, etc. Par contre, ensuite, on ira au deuxième étage, au premier. Là, c'est les zones qui sont des zones vivantes. D'accord, ok. Et c'est là où on connecte. Et moi, j'aime bien d'ailleurs cette dichotomie parce que même physiquement, tu sais, quand tu débarques dans la cuisine ou à table, en fait, puisque la décision sera prise à l'écrit, à table, tu parles de ce que tu as vu ce week-end, des enfants, etc. Mais tu parles beaucoup moins de travail. Oui, tu fais pas des shadow réunions. À table, voilà, et ensuite on s'est dit ça, tu te rappelles Exactement. Il y a 3 jours au déjeuner, pardon. Donc, c'est déjà des critiques que j'ai entendues là-dessus. Et pour le coup, alors, peut-être répondre par pointillisme, mais d'abord, quand tu demandes aux usagers, en tant que tel, il faut quand même avoir en tête, ça peut nous faire tous flipper ou pas, mais que ce soit sur les sujets médicaux ou de manière générale sur les sujets sentimentaux ou autres, les tests à l'aveugle entre des vraies personnes et les machines gagnent en termes d'empathie. Aujourd'hui, on l'a fait, on a développé une des premières IA médicales sous supervision de médecins, parce que la machine a plus le temps de reformuler, de te dire qu'elle a compris, de faire un peu d'extra mile, de rajouter. Les machines gagnent sur la fausse empathie. Donc, ce qui nous ramène sur qu'est-ce que c'est vraiment l'humanisation. L'humain, il va plutôt être dans quel cœur je mets à un instant T. Le problème d'humanisation qu'on a eu, par exemple, ça a été le premier cycle de revue de performance où on a mis à la disposition des collaborateurs des outils que les équipes RH avaient développés pour aller plus vite dans j'enregistre un feedback et puis nous, on te le structure. Et puis les gens qui étaient un peu à l'arrache, la deadline était le mardi soir, donc ceux qui se sont mis le mardi matin, ils ont enregistré à la chaîne, ils ont laissé la machine sans relire et puis terminé. Et on s'est retrouvé avec des revues extrêmement à plat, sans aucun cœur. Et ça, c'est terrible en fait, parce que tu te retrouves avec des trucs où tu cravaches pendant 6 mois, t'es content, et puis ce qui sort de ton manager, c'est un truc... ChatGPT. Ouais, ok. Là, c'est un vrai problème. Et là, on l'a repris très fortement en disant bon, déjà, en fait, ça, c'est pas OK. La sortie chez nous, elle doit être probablement moins nickel, moins structurée de façon à ce que l'humain passe. Et surtout, reformer tout le monde en disant écoutez, le travail de base chez vous, c'est l'engagement. C'est comment j'ai des collaborateurs résilients qui ont envie de rester, qui sont bien, qui sont reconnus pour ce qu'ils font. Votre travail, c'est le cœur. Et ça, l'IA le fera pas à votre place. Donc, ça, déjà, tu le retrouves. Et ensuite, deuxièmement, cet outil, quand on le met en place, il a essentiellement vocation à mettre le pied à l'étrier aux personnes, en fait. Moi, j'ai une conviction... j'ai commencé ma phrase par « moi, ma mère m'arracherait les yeux ». J'ai une conviction qui est que le manque de courage managérial, ça n'existe pas tant que ça. Par contre, la plupart du temps, les gens ne savent pas comment faire. Oui. Ils manquent d'outils, ils ne savent pas par où le prendre. Idéalement, ils aimeraient prendre la discussion. Mais ils sont tellement tout seuls, ils ne savent pas le formuler et puis ils ne savent pas trop à qui demander. Mais en fait, là, pour le coup, avoir ces outils-là qui te disent et si tu le formulais comme ça ou comme ça, essaye ça, et puis sinon, de toute façon, on va voir l'équipe RH, là, tu casses la solitude. Oui, annoncer une mauvaise nouvelle, annoncer une nouvelle difficile, juste dire non à un candidat, des fois, c'est pas facile. C'est pas facile. Et le fait d'aller, ce qu'on va chercher avec ces outils-là, c'est casser la solitude et aller justement les forcer à aller au contact. Aller te mettre le petit push dans le dos pour soit aller chercher de l'aide, soit aller discuter, partager un feedback. Donc si tu te laisses porter par la machine et que tu fais que copier-coller ces réponses là, oui, ça va être très très déshumanisant, mais à l'inverse, je pense qu'on va chercher des liens qui sinon naturellement n'auraient pas eu lieu. Je te donnais l'exemple tout à l'heure du manager qui a fait son recrutement dans son coin, ça se passe pas très bien, mais il se dit oh là là, non seulement si je change la personne, ça va être compliqué, en plus il va falloir que je réembauche, et en plus de ça on va me dire que je suis un mauvais manager. Finalement si je faisais l'autruche,
Et bah, surtout, ces gens-là s'isolent. Nous, là, on va les chercher avec ces outils-là. Oui, c'est pas pour leur mettre un taquet, c'est pour les aider. Mais quoi. Plus tu vas les chercher tôt, plus tu vas les aider à sortir d'un problème dans lequel ils sont mis tout seuls et dans lequel, naturellement, 90% des humains vont faire l'autruche, en fait. Ouais. Mais hyper intéressant, et puis qui permet effectivement de rentrer dans une structure en plus qui est décentralisée, multisite, multi-pays, d'avoir des infos précises. Le temps tourne, j'ai 100 000 questions et je vais te faire des choix, mais ça c'est la vie. Je vais revenir à un mot que tu as utilisé, que j'ai trouvé un peu intéressant. Tu as parlé au départ d'ambassadeur. Quel conseil tu pourrais donner à un ou une DRH qui est peut-être pas à l'aise avec l'IA, qui se dit moi-même je me sens nul, pour pouvoir commencer à y aller sans toi-même faire le job, sans toi-même en tant que DRH faire le job? En parler avec toute l'équipe et demander qui a envie de faire ça. Et par contre, accepter que cette personne perde du temps. D'accord. Je l'ai dit une fois, ça je me souviens, c'est en 2023, je pense qu'on a été moins efficace parfois sur certains trucs qu'en 2022, en essayant de gagner du temps. Mais c'est une phase d'adaptation. Il y a tellement de nouveautés, ça bouge très vite. On apprend à repenser des approches. Tu donnais l'exemple de l'utilisation de ChatGPT comme Google. Enfin, on déconstruit beaucoup de choses. Même la lecture l'écriture d'un prompt, la lecture d'un résultat. Se dire aujourd'hui que quelque chose qui est sans faute d'orthographe, structuré, qui a une apparence de raisonnement est débile, c'est très dur. C'est très très dur. Moi, on m'a appris toute mon enfance que la forme c'était le fond qui surnageait, tu connais Boileau. Là, on casse des trucs très ancrés. D'ailleurs, j'évoquais DALL-E, deuxième conseil pour les gens qui l'utilisent peu encore, ces modèles LLM, avec les textes. Rentrer par l'image est quelque chose que moi je trouve très puissant et qu'on fait beaucoup dans les onboarding chez Alan, parce que poser une question pour faire générer des dessins, tu vois beaucoup plus qu'il y a dans la machine. Tu vois qu'à une question donnée, il y a des réponses très différentes. Tu vois que l'image, elle a l'air parfaite, mais que quand tu zoomes, il y a plein de défauts, parce que c'est des modèles statistiques. Et donc, tu comprends qu'il y a besoin d'exercer un esprit critique et qu'il y a, il y a plusieurs réponses et que ce sera à toi d'aller les chercher. Ok, extrêmement clair. Comment, toi, tu vois, avec toute la visibilité qu'on a, qui est toujours, parce que ça va très très vite, effectivement, comment tu vois un peu ce futur de ta fonction RH chez Alan, toi? C'est une question hyper difficile, mais en fait, est-ce que tu le vois encore bouger comme il a bougé ces dernières années, et sur quoi, toi, tu as envie de mettre l'accent ces prochaines années pour suivre le rythme, entre guillemets? C'est surtout ça. Alors moi, j'ai des défis, je pense, particuliers au rythme de la croissance d'Alan, qui sont aussi un exercice compliqué. Vous faites toute la croissance organique, vous faites pas de croissance externe? Non, pour l'instant, on a fait une toute petite croissance externe. Il n'y a pas eu de sujet d'intégration, par exemple. Tu n'as pas ces sujets-là, ouais. Mais le développement international en soi est un énorme challenge sur la culture, par exemple. Ok. Moi, un des gros challenges avec la croissance, c'est trouver le bon point d'équilibre, et je pense qu'il n'existe pas, il est mouvant, entre le côté conservateur, gardien du temple de la culture, et innovateur, parce que les médiums bougent, parce que la manière dont on s'organise bouge, et il faut qu'on s'adapte. Ça c'est probablement un de mes gros challenges. Ce qu'on voit de plus en plus, je crois énormément au fait qu'on va avoir cette chance de se productiser davantage, d'avoir un état d'esprit de constructeur plus qu'on ne l'a été jusque-là, qui a une occasion pour les RH de prendre une dimension des muscles, une gravitas vraiment différente, et l'ère vraiment post-agentique, mais plutôt dans le prototypage qu'on a aujourd'hui, elle est vraiment là-dedans, qu'on puisse de nous-mêmes prototyper des idées, des choses. Et quand tu parles à des RH, on prend tellement le pouls de beaucoup de dysfonctionnements de l'organisation, de choses qu'on aurait envie de fixer, que là, de se dire, je mets quelqu'un avec de l'énergie qui va prototyper une petite solution, je trouve ça hyper excitant. L'adaptation de la culture avec l'international, pour moi, c'est un challenge, c'est peut-être très propre à Alan, et une obsession plus personnelle autour des compétences et du fait que les gens soient en apprentissage constant, et forcer l'organisation qui, naturellement, à mesure qu'on grossit, se structure par dominante métier, et casser ça. Passer notre temps à dire non, mais je ne veux plus jamais entendre mais tu sais, les commerciaux, c'est très particulier, les ingénieurs, c'est très particulier. Chercher du transversal, chercher du commun. C'est différent. Ouais. Exactement. Et plus tu vas chercher du commun, et en fait, je me rends compte qu'on va chercher encore plus ce commun quand on force des mobilités internes assez importantes. Ouais, c'est intéressant. Et donc, ça nécessite qu'on soit meilleur sur aller détecter ces compétences-là, forcer les équipes à prendre des paris et montrer que ces greffes-là, elles marchent, mais aussi leur donner des solutions quand la greffe ne marche pas, et que ce soit pas un échec pour les deux. Ok, très clair.
Est-ce qu'il y a une courte anecdote pro que tu n'as jamais racontée à personne dans ta vie? Bon, tu es passé sur d'autres podcasts, tu fais pas mal de confs. J'en ai une très récemment. Non, tu peux anonymiser, évidemment. Bien sûr. On a eu une visite d'inspection du travail très récemment dans les locaux qui, tu l'as dit toi-même, honnêtement, sont plutôt très beaux, très confortables. Je pense que les postes de chacun sont très... Donc on était au top. Elle était contente surtout, à part sur un extincteur qui était mal accroché. Ouais, il n'y a plus que ça va. Mais salle de sport, etc. Ouais. Et puis au tout dernier moment, elle me dit, mais c'est quoi derrière ce placard? On ouvre la porte et il y a quelqu'un qui dormait dedans. Non. Et ça c'est pas hyper bien passé. C'était l'équipe de nuit. C'était quelqu'un plus de l'équipe de ménage qui avait fait une sieste. Mais, et là, on s'est dit, ah zut, mais bon, on a bien ri. Bon. Ouais. Les plaisirs des inspections du travail. Des inspections du travail. On les salue. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur podcast, des RH que tu connais, où tu te dis, tiens, ça pourrait être intéressant qu'ils soient entendus, ou que toi que tu aimerais entendre? Tu peux citer qui tu veux. Non, en fait, tu m'as titillé au début en me disant que tu étais ingénieur aussi. Va chercher des DRH ingénieurs juste pour qu'on entende un petit peu plus. Ok. Et il n'y en a pas que dans la tech. Il y en a plus dans la tech. Mais tu vois, j'ai rencontré Juliette, la DRH du groupe Savencia. Oui. J'allais dire industriel gros. Voilà. Et en fait, j'adore l'approche où tu vois que c'est quelqu'un qui a une fibre RH très forte. Et ce petit truc qui me plaît dans l'ingénieur de essayer de démonter les choses, essayer de comprendre les rouages, une forme d'honnêteté intellectuelle un peu psychorigide parfois que je peux avoir, que j'aime bien, tu vois, ouais, ça c'est des gens qui je trouve assez chouettes et assez inspirants. Et c'est intéressant dans la prod. Moi j'ai travaillé chez Lactalis, donc tu vois, effectivement il y avait beaucoup de RH qui étaient passés par la prod, des ex-directeurs d'usine, etc. Ouais, j'ai une copine chez ST Micro aussi, pareil. C'était mon premier employeur, ST Micro, tu vois. Donc voilà, c'est assez classique. Comment toi tu fais ta veille pro? Est-ce que tu as le temps de faire une veille pro? Et est-ce que tu considères avoir le temps d'en avoir ou... Alors, je le fais beaucoup par les rencontres. Parce que j'ai cette chance-là où, en plus, Alan étant un produit qui s'adresse aux RH, j'ai beaucoup l'occasion de rencontrer beaucoup de RH dans notre environnement. Tu as l'AN DRH, toi, en plus. Oui, notamment. Mais c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Exactement. Je le fais beaucoup moins par les podcasts. J'ai pas réussi à accrocher. J'écoute plus la radio encore. Je suis un vieux jeu là-dessus. En revanche, je m'appuie sur j'ai pas mal de collaborateurs. Notre patron du talent adore ça et il fait ça très très bien. Et le deal dans l'équipe, c'est on a une obligation de veille. Mais par contre, dès que je rencontre quelqu'un, que j'ai une idée à l'extérieur, je dois la repartager à tout le monde. Et c'est pareil. Si je lis un livre et j'en tire quelque chose, je fais un petit résumé et on se le fait circuler. Et donc on commence à avoir une base très dense de résumés d'idées fortes, de livres, de podcasts qu'on a vus, et c'est ça qui nous sert un peu comme source d'idées. Ok. Et puis j'ai un CEO qui est, lui, à l'inverse, en mode veille permanent, jour et nuit, et donc ça tombe. Ça tombe tout seul, quoi. Avec des articles. Et si on veut te contacter, par où on passe? Par mail. Par mail. paul@alan.com, ça marche très bien. Très bien, ok. Bon, alors, si le volume, s'il y a vraiment 5000 personnes qui m'écrivent, je vais peut-être pas arriver à suivre, mais j'essaierai d'être poli et de répondre. Et éviter de contacter Paul pour essayer de lui vendre des trucs dont il n'a pas besoin. Oui, non, ça. Mais moi, je passe le message quand même. Donc, en tout cas, un grand merci, Paul. Merci, Florent. Pour ton temps, pour ta transparence à l'image de la culture d'Alan. J'espère, en tout cas, qu'en écoutant Paul, vous avez avancé, en tout cas, votre cheminement sur l'IA. Il y a plein de choses à faire. Je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Voilà, le train est déjà parti, mais je pense qu'on peut encore le rattraper. Il faut juste avoir envie d'y aller et d'oser y aller. Merci, Paul, une nouvelle fois. À bientôt. Merci, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!